trois missions mandatées par l'État. Donc, on a un rôle d'aménageur. Est-ce que c'est le bon micro déjà? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des micro-coupures justement. Allons-y. Alors oui, alors je disais qu'on est l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, EPFAM. Du coup, on est mandaté par l'État. On a trois missions sur le territoire. On fait des aménagements. On a une mission de SAFER. On accompagne des agriculteurs. Et on a une mission sur la maîtrise foncière. Donc voilà les trois grosses volets sur lesquels nous intervenons aujourd'hui. L'établissement a été créé en 2017. Oui. On a ce qu'on appelle notre jumelle en Guyane, puisque dans le territoire national, il y a plusieurs établissements. D'accord. Mais chaque établissement a une mission qui est spécifique. À Mayotte et en Guyane, l'État a fait le choix de regrouper trois missions au sein d'un même établissement. Donc à Mayotte, on a ce qu'on appelle l'EPFAM et en Guyane, on a ce qu'on appelle l'EPFAG. D'accord. Mais les deux établissements ont presque les trois missions. Le volet agricole, le volet foncier et le volet aménagement. Alors parlons justement de ce volet foncier. On sait que c'est très compliqué chez nous. On en parlait d'ailleurs ce matin avec pas mal d'intervenants. Aujourd'hui, nos agriculteurs, la plupart de ces parcelles, nous savons, ce sont des héritages. Donc parce que mon grand-père cultivait là depuis des années, mon père, et puis moi je prends le relais. Aujourd'hui, pour finalement formaliser tout ça, est-ce que c'est pas là la complication, en tout cas, de certains agriculteurs? Oui, justement, là, on a la chance d'avoir au sein du territoire une structure comme la CUF qui accompagne pas mal de propriétaires dans ce qu'on appelle la régularisation du coût du foncier. Nous accompagnons les agriculteurs dans leur installation. Nous achetons du foncier, nous l'aménageons et nous installons des agriculteurs dessus pour qu'ils puissent développer leur activité. Dans nos projets d'aménagement également, nous réservons des espaces pour les agriculteurs aussi, en fonction du projet, bien sûr. Alors, justement, un agriculteur aujourd'hui qui a la parcelle ou un héritage, peu importe, mais qui a du mal à s'installer, donc là, il a déjà le terrain, mais il a du mal à s'installer. Est-ce que là, on va l'aider ou on va privilégier celui qui veut se lancer, mais qui n'a pas le terrain, justement? Nous accompagnons tout le monde. Nous accompagnons tout le monde, que ce soit celui qui a déjà le terrain, qui veut développer son activité, ou celui qui n'a pas le foncier et qui veut se lancer dans l'agriculture. Les deux, on les accompagne. Celui qui a le foncier et qui veut bénéficier des subventions, mais bien sûr, il faut justifier que le foncier il est bien à lui. Il y a la partie régularisation à faire, parce qu'il faut justifier avec des papiers comme quoi le terrain vous appartient. Donc c'est bien titré. À partir de là, vous pouvez bénéficier de subventions. Donc, nous accompagnons. La CUF aussi le fait, la DAF auprès de la DAF pour que les gens puissent régulariser leur foncier et pouvoir bénéficier aussi des accompagnements qui sont sur le territoire. On va laisser votre collègue aussi y participer un tout petit peu. J'ai reçu pas mal de jeunes agriculteurs via nos antennes sur la première et à chaque fois, la problématique qui revient, j'ai du mal à accéder à mon exploitation parce qu'il n'y a pas de piste. J'ai du mal à ramener l'eau, j'ai du mal à ramener l'électricité. Donc aujourd'hui, cette histoire d'avoir une piste aménagée qui facilite l'accès aux exploitations, c'est une vraie problématique que nous rencontrons finalement sur le territoire. Oui, effectivement, c'est une problématique qui est rencontrée par beaucoup d'agriculteurs. Posez bien le micro parce que là, on est en live aussi, hein, donc les gens qui sont dans le monde nous voient aussi. Donc, allons-y. Donc, moi, je prends la casquette de l'aménageur parce que je suis chargé d'opérations urbaines. Donc, dans le cadre de nos opérations, on a aussi la compensation environnementale et agricole. Lorsque, par exemple, dans une opération d'aménagement, on doit déplacer des agriculteurs dans le cadre de nos opérations, on donne d'autres parcelles à ces agriculteurs qui sont aménagés et aussi dans ce cadre de cette compensation environnementale, on va essayer d'améliorer les conditions d'accès ou de productivité de l'aménagement,
de l'agriculteur. Alors justement, dans une zone, on va dire, dans une zone bien définie, on est, allez, facile, 4-5 agriculteurs. Mais nous venons voir justement l'établissement en disant on est tous d'accord pour qu'il y ait une piste qui va faciliter finalement l'accès à nos exploitations aux 5 agriculteurs. Est-ce que faire un projet commun et venir vous voir, ou là vous allez l'orienter vers une autre structure justement? Alors nous déjà, ce que vous abordiez dans votre question au départ, la question d'accès au foncier, c'est quelque chose que nous on intègre dans nos opérations déjà d'aménagement. Si je prends l'exemple de l'opération de Tsunzu, d'Embeni, Sararano, du coup par exemple, où on a lancé le chantier récemment, nous intégrons cette partie-là d'accès sur le foncier des agriculteurs et nous aménageons les routes. Nous ramenons l'eau, nous ramenons tous les équipements nécessaires. Donc, dans nos opérations d'aménagement, nous ne nous occupons pas que du parti urbain, mais aussi des aménagements agricoles. Donc, et d'ailleurs, c'est le rôle du CONA pour le casquette SAFER. D'accord. La mission de SAFER, elle accompagne les agriculteurs dans ce sens-là. Faciliter l'accès sur le terrain, aménager, ramener l'eau, ramener les outils nécessaires pour faciliter l'agriculteur dans son activité. Et justement, en retour, il y a quoi? Est-ce qu'il faut qu'il prouve qu'une fois installé, les aménagements installés, la facilité, l'accès, l'accessibilité, en tout cas dans son exploitation, est-ce que là, il doit prouver de quelque chose 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard? Où il y a un suivi, vous passez de temps en temps? Il y a bien un suivi. Aujourd'hui, au sein de l'établissement, on accompagne des agriculteurs vers la filière bio. Mon collègue qui est dans le stand, c'est le maître qui accompagne ces agriculteurs. On a pas mal d'agriculteurs mahorais aujourd'hui qui se sont engagés dans cette procédure d'avoir la certification bio. Donc nous, on aménage l'espace, mais on ne laisse pas les agriculteurs tout seuls. On les accompagne. On a des programmes au sein de l'établissement aujourd'hui, notamment sur la partie SAFER qui accompagne ces agriculteurs dans leur quotidien, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et notamment sur ce que je disais pour la certification bio, puisqu'aujourd'hui, la demande de la population fait que les gens veulent manger sain. Du coup, on essaie de répondre à cette problématique. Alors, vous disiez que ça fait que depuis 2017 que l'établissement existe, avec en tout cas tous les dispositifs que vous nous avez cités et d'autres encore. Souvent, on dit qu'à Mayotte, notre production n'est pas suffisante pour permettre en tout cas à la population de pouvoir aujourd'hui consommer bio et local. Donc on est obligé d'importer des produits d'ailleurs. Est-ce que là on peut se donner quand même un délai en se disant si nous arrivons justement avec un dispositif comme ça d'ici 5 ans, 10 ans, on n'aura peut-être pas une surproduction, mais une production assez satisfaisante pour consommer local? Alors, déjà, il faut intégrer le fait que pour pouvoir développer une agriculture, il faut bien sûr le foncier. Or, le foncier, on sait tous que c'est un sujet, un réel sujet à Mayotte. Donc, il faut du foncier déjà pour les gens, pour qu'ils puissent y vivre et pour pouvoir manger. Donc, on doit réinventer des modèles qui nous permettraient justement de combiner les deux. Nous sommes sur un territoire qui est très, très limité, très, très petit. Et avec une démographie qui ne cesse d'accroître. Donc, bien sûr, dire aujourd'hui que d'ici 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, à Mayotte, on ne va pas importer, ça serait peut-être se voiler un peu la face. Mais en tout cas, l'idée, c'est de réduire le taux d'importation des produits et produire localement. Parce que aussi, manger sainement aussi. Quand on produit localement, on peut manger sain aussi. Donc l'objectif, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on l'atteindra d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ça, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se prononcer vu qu'il y a beaucoup à faire. Donc l'idée, c'est de mettre la volonté et de travailler ensemble, agriculteurs, les structures qui existent, que ce soit les collectivités ou les structures mises en place, les dispositifs mis en place par l'État, travailler ensemble et puis pour pouvoir répondre à ce besoin qui est quand même crucial parce que
on a besoin de manger pour vivre. Alors, ça sera ma dernière question. On le sait qu'aujourd'hui, vous le disiez, beaucoup de jeunes porteurs de projets, notamment que ce soit dans l'agriculture, l'élevage, ont du mal à trouver ce foncier. Disons que si le jeune vient vers vous en vous disant, voilà, moi aujourd'hui j'ai une idée de planter, voilà, je sais pas, de faire une bananerie, une cocoterie, mais il me manque le foncier. Est-ce que là, quand vous cherchez ce foncier-là, justement, vous le cherchez auprès de qui? Est-ce que du département? Est-ce que plutôt un terrain communal? Comment ça se passe, la recherche pour pouvoir lui trouver le terrain, l'aménager et le laisser s'installer? Alors, nous, l'établissement aujourd'hui, de manière générale, comment on fonctionne? On a nos propres projets à nous, notamment, ce serait l'exemple de la ZAC de Doudjani. Ça, c'est un projet de l'établissement. Nous créons une zone, une ZAC, une zone économique. Et du coup, dedans, on a prévu des parcelles pour installer des agriculteurs. Là, si quelqu'un arrive avec un projet, on va regarder. Il y a des appels d'offres lancés, que ce soit sur Doudjani, que ce soit sur Badamier. Et la personne qui a le projet peut aller répondre à l'appel d'offres et pouvoir postuler pour pouvoir avoir un parcelle et développer son projet. Après, il y a des projets qui sont portés par les collectivités. D'accord. Donc, que ce soit nous ou les projets portés par les collectivités viennent nous voir, nous disent nous on a un projet, on veut travailler sur cette périmètre. Nos équipes de la direction foncière, ils vont faire la prospection, détecter les propriétaires du foncier en question. Et puis nous, on rentre en négociation avec les propriétaires en disant il y a un intérêt général sur votre foncier, nous voulons vous l'acheter. Et après, une fois qu'on a la maîtrise foncière, nos équipes d'aménageurs interviennent pour faire les études, les enquêtes et les aménagements nécessaires pour que le projet prenne vie. Merci beaucoup. Et justement, pour tous ceux qui nous suivent via le live Facebook, ceux qui nous suivent ici sur ce salon, pour vous trouver vos locaux, on vous trouve où, comment? Alors, dès le départ, l'établissement s'est installé à Cavani. En 2017, le directeur a commencé avec une équipe de 10 personnes. Là, en janvier 2023, on était 39. Aujourd'hui, on est 63. Donc, ça nous a obligés de nous délocaliser, enfin, d'avoir un autre emplacement. Du coup, on est sur 2 sites. On est à Cavani et à Doudjani. Donc, Cavani, après la bibliothèque, en face de l'EIDF, on est là. À Doudjani, sur le chantier, après le centre de formation de CNFPT, un peu plus loin, il y a la deuxième direction qui est. Donc aujourd'hui, 63, il y a encore de la place, vous recrutez? Il y a encore de la place. On a pas mal d'offres. On cherche des conducteurs de travaux, on cherche des chargés d'opérations foncières, on cherche des chargés d'opérations d'aménagement, on cherche des prospecteurs fonciers. Voilà, tout le monde a sa place au sein de l'établissement. Il y a des locaux, il y a des métropolitains, enfin tout le monde aujourd'hui a sa place, tout profil confondu, que ce soit, on fait pas, il n'y a pas de discrimination, on est là aussi pour accompagner le développement du territoire. Ben merci beaucoup, messieurs, et puis félicitations pour toutes ces initiatives, en tout cas pour l'accompagnement de nos jeunes porteurs de projets et pour aménager justement ce territoire. Merci beaucoup, et puis merci voilà, pour à très vite. À très vite. Voilà. Et on va continuer pour parler un tout petit peu santé. Parce que je vois en face, bon ça appartient quand même à vos locaux, je pense. Hein. Donc je vais aller voir nos amis du MS pour comprendre un tout petit peu les services à proposer ici, parce que on a envie de comprendre un tout petit peu. Voilà, donc nous sommes ici sur ce stand UMS. Alors, on voit le dessin de la carte vitale, mais c'est pas marqué carte vitale. D'abord, on va vous laisser vous présenter, puis nous présenter un tout petit peu le groupe. Alors bonjour, tout d'abord je vais rectifier, ce n'est pas la carte vitale, c'est la carte de l'UMS. D'accord. Ouais, mais comme vous savez, on a tellement l'habitude de voir les couleurs que... Mais c'est pas grave, allons-y, on peut se rattraper. D'ailleurs, c'est l'UMS qui est à l'origine de la carte tiers payant. Et donc c'est la sécurité sociale qui a copié sur l'UMS. D'accord.
Au moins Voilà. les choses sont claires. Allons-y. Donc, nous sommes une mutuelle santé basée à La Réunion, mais on a beaucoup d'adhérents également à Mayotte, en tant qu'individuel et en entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix aujourd'hui de participer à ce salon, parce qu'on a pour ambition d'ouvrir une agence à Mayotte pour justement être plus proche de nos adhérents qui sont basés à Mayotte et développer notre portefeuille sur ce territoire. Puisque les Mahorais sont des personnes qu'on a l'habitude de côtoyer, que ce soit au téléphone, ou bien ils viennent nous rencontrer directement à La Réunion quand ils sont de passage. Donc voilà, donc on veut se rapprocher d'eux et aussi pouvoir développer notre portefeuille sur le territoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, une question très simple, je pense qu'il va aider beaucoup de gens ici. La différence, si moi aujourd'hui je suis adhérent, je suis à la sécurité sociale de Mayotte, et la personne qui est chez vous, c'est quoi la différence? La différence, c'est que la complémentaire santé, elle vient en complément de la D'accord. sécurité sociale. Donc on n'est pas concurrent de la sécurité Tout à sociale, mais on vient en complément. Donc comme vous le savez, la sécurité sociale, elle prend en charge une partie des soins, mais elle ne rembourse pas forcément la totalité sur certains Tout à fait. actes. Donc si vous avez une complémentaire santé, vous allez pouvoir payer cette partie-là, mais c'est la mutuelle qui va la payer pour vous, en fait. Vous D'accord. n'aurez pas à débourser de votre poche pour payer le complément. Alors, donc, on sait que beaucoup de Mahorais partent se soigner à La Réunion ou dans l'Hexagone. Donc, justement, quand j'arrive à La Réunion, je veux me soigner. Donc, est-ce que là, la mutuelle prend tout ou j'utilise les deux? C'est-à-dire, j'utilise ma partie, bien évidemment, sécurité sociale de Mayotte, plus la mutuelle, ou en arrivant à La Réunion, par exemple, la mutuelle prend tout? Non, c'est comme que ce soit à La Réunion ou à Mayotte, il y a la sécurité sociale plus la mutuelle. Et donc, si vous êtes à l'UMS, il n'y a pas de différence. Si vous habitez à Mayotte ou à La Réunion, ça fonctionne de la même manière. D'accord. Alors, maintenant, parlons un tout petit peu des professionnels. On le sait qu'aujourd'hui, beaucoup de professionnels se dirigent aussi vers les mutuelles. Tout à fait. Donc, est-ce que là, par rapport à la mutualité, elle est différente d'une personne lambda, d'un professionnel? Comment ça se passe, les deux? Alors, pour les professionnels, donc on parle des entreprises, la différence, c'est que votre patron, il va devoir prendre en charge une partie de la cotisation. Donc, c'est un plus pour le salarié parce qu'il va bénéficier d'une complémentaire santé à moindre coût. Ah ouais. Oui, tout à fait. C'est obligatoire. Alors, je sais qu'à Mayotte, pas beaucoup d'entreprises le proposent. Tout à fait. Mais il y aura de plus en plus de contrôle de la part Des l'État, autorités, quoi. des autorités. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on puisse inculquer aux patrons qu'il faut qu'ils mettent en place la mutuelle pour leurs salariés. Alors, les conditions d'adhésion, comment ça se passe? Alors déjà, il faut être affilié à la sécurité sociale. Et ensuite, selon votre profil, l'environnement familial, on va vous proposer une garantie qui correspond à vos attentes. Et les conditions d'adhésion, c'est de nous donner les documents qu'on va vous réclamer et de signer le contrat d'adhésion. Et voilà. Et c'est parti. Et c'est parti. En avant, Guingamp. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, si vous, amis visiteurs, vous avez envie de venir prendre les informations, parce que on sait que voilà, c'est nouveau à Mayotte, les gens vont dire oui, on est un peu réticents, et pourtant, je pense que les explications sont très claires. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, caribou vite chez nous, venez vite, vous installez, on a besoin. Et donc, je pense que plus on en aura, mieux c'est. Parce que là, on se dit, ouais, il n'y a que à La Réunion qu'on peut trouver, il n'y a que dans l'Hexagone qu'on peut trouver. Mais là, on est en tout cas, voilà, la nouvelle est tombée. Vous allez bientôt Tout à fait. débarquer, et ça, c'est une bonne nouvelle. Exactement, et on vous informera quand on sera implanté, comme ça Aucun on souci. vous invitera chez nous. Je ne serai pas loin, donc je serai pas loin. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Vous qui nous suivez via le live Facebook, également via Maestria, voilà, vous avez entendu, donc une bonne nouvelle avec toutes ces entreprises, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, qui sont venues pour ce salon. Vous savez, déjà, avoir une entreprise qui va s'installer chez nous, c'est ça la bonne nouvelle. Donc maintenant, je pense que tout le monde, que ce soit le citoyen lambda, que ce soit le chef d'entreprise, et surtout, voilà l'appel que je lance à tous les entrepreneurs aujourd'hui, franchement,
commençons vraiment à prendre un petit peu la partie, voilà, donc mutuelle pour vos salariés, parce que grâce à ces gens-là, ben oui, vous êtes là aujourd'hui, vous avez des belles entreprises. Donc voilà, je pense que c'est ça le mot d'ordre. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à très vite ici. Donc on va bien évidemment continuer rapidement avant de revenir bien évidemment avec un tout petit peu de musique avec nous. Alors, je vais vous amener rapidement à la société immobilière de la CIM parce que depuis hier, on n'est pas passé les voir. Alors, la CIM, on aimerait bien comprendre des choses. Ça, c'est déjà le contrat de bail. Vous avez déjà signé ça? Non, mais c'est pas possible. Sur place? Non. Alors, on va quand même bien évidemment échanger avec vous. Alors, aujourd'hui, on parle de la CIM. On parle de beaucoup de projets qui sont là, des appartements qui se construisent un tout petit peu partout. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est que quand on entend un peu la colère de certains jeunes Mahorais qui reviennent travailler chez eux et qui disent on a du mal à accéder justement à ces locations, à ces appartements, est-ce que donc finalement, est-ce que la politique est de construire plus pour pouvoir permettre à tout le monde finalement de pouvoir avoir son appart, quoi, près de son travail, près de chez soi. Comment ça se passe au niveau de cette politique? C'est allumé, hein? Oui, donc les logements à la CIM, on en construit toujours de plus en plus chaque année. C'est pas évident parce que même à Mamoudzou, dès qu'il y a un logement qui se libère, il y a directement quelqu'un qui le prend, des gens qui sont placés en priorité. Et la CIM a toujours une politique de faire plus de logements, on est toujours dans le social, mais voilà, Mayotte a beaucoup de demandes, donc c'est pas évident, même en étant premier bailleur social de Mayotte, donner des logements à tout le monde. Alors, je disais la dernière fois au directeur Mondjoura, s'il nous regarde voilà, via le live, je le disais qu'il y a des gens aujourd'hui, notamment des couples, des familles qui préfèrent les anciennes maisons CIM, c'est-à-dire avec un petit jardin, voilà, tel un petit pavillon, parce que habiter en métropole dans un appart et revenir dans un appart, ça les frustre un tout petit peu. Est-ce que là aussi, la CIM met le paquet au niveau de cette politique-là? Les anciennes maisons CIM, les anciennes cases CIM, c'est plus la politique exactement de la CIM maintenant. On est plus dans les logements qu'on voit actuellement, les logements avec plusieurs appartements dans un même immeuble. C'est quelque chose qui se faisait donc avant, mais aujourd'hui non. Donc je peux pas avoir mon petit pavillon avec jardin, avec voilà voilà un endroit barbecue, machin. Ça on arrive quand même à en trouver un tout petit peu, non? Il en existe de ceux qui ont été faits avant, mais c'est tout. C'est ce qui reste donc des anciennes cases CIM. Alors, parlons de nos étudiants. Un étudiant aujourd'hui qui a du mal à trouver son appart. Imaginons le CIEFR à Dembéni, un jeune étudiant aimerait se rapprocher justement de l'université. Quand il vient à la CIM, est-ce que cet étudiant-là, finalement, le dossier est prioritaire? Parce qu'il veut habiter dans le coin, mais dans des logements CIM, par exemple. Est-ce que là, on va quand même prioriser un tout petit peu sa demande? Alors là, c'est plus une question pour la gestion locative. Oui. Oui, alors pour les étudiants, effectivement, ils pourraient à ce moment-là prendre des logements en colocation. C'est la seule solution aujourd'hui qu'ils auraient, ou toutefois, ils pourraient prendre effectivement les T2 qui seraient présentés sur le marché. Après, reste à savoir si c'est dans la région ou la localité qui recherche. Ça, c'est à voir. Sachant que sur Mamoudzou, effectivement, les logements sont forcément plus onéreux et pas forcément abordables pour un étudiant, à moins qu'il ait une famille qui pourrait à ce moment-là subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, la politique de la CIM ne s'oriente pas vers des logements étudiants, mais ça pourrait être une possibilité si toutefois le département et vraiment la région le nécessite. Voilà. Puisqu'il y a aussi des jeunes peut-être qui habitent dans d'autres régions, du sud par exemple ou autres, et qui pourraient, par rapport à leurs études, se rapprocher effectivement du centre ou de Mamoudzou ou des alentours pour une formation aussi. Et ça pourrait être un avantage pour eux. Voilà. Alors, je me rappelle à l'époque, la CIM avait un dispositif qui s'appelait location-vente. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est-à-dire que je louais, je sais pas moi, un appart, une maison CIM ou une case CIM, et au bout d'un certain temps, je pouvais prétendre à acheter la maison. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours d'actualité, justement? Alors, pas du tout. Plus maintenant, en tout cas. C'est clair que là, aujourd'hui, la CIM a construit un parc de plus de 60 000 logements en accession.
Aujourd'hui, on est avec le groupe CDC, puisque en fait, il faut savoir que la CIM, depuis maintenant 10 ans, 10 ans, c'est ça? C'est bien 6 ans. À 10 ans à présent, appartient au groupe CDC. Et effectivement, on a un cahier des charges à respecter. On a une vocation sociale avant tout. Et aujourd'hui, on n'est pas axé vers l'accession, sachant qu'on est dans une optimisation foncière. C'est pour ça aussi que vous n'avez plus les petites villas que vous aviez avant, qui était la Villa Sim, hein, en l'occurrence, qu'on ne peut plus proposer, puisqu'aujourd'hui, les coûts de construction sont relativement importants et le foncier devient de plus en plus rare. Donc, il nous faut absolument optimiser en fait toutes nos constructions. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des constructions à la verticale qui vont sur 3, 4, 5 niveaux. Voilà. Voilà. Ma dernière question, nos jeunes qui arrivent ou qui sont sur le territoire aimeraient aujourd'hui pour la plupart venir travailler, contribuer au sein de la CIM aujourd'hui, mais des fois on se dit oui, pour pouvoir rentrer à la CIM c'est compliqué, c'est dur. Comment aujourd'hui, quel serait le message, en tout cas pour ces jeunes-là qui aimeraient prétendre aujourd'hui voir bien sûr un CV ou un appel en retour positif, venez travailler avec nous à la CIM? Alors je pense que ce serait plus les jeunes qui sont actuellement à la CIM qui auraient pu répondre plus amplement à cette question, puisque nous en avons certains qui sont en stage ou du moins qui sont en formation en alternance chez nous. Ils ont postulé. Alors lorsqu'il y a des postes à pourvoir qui sont directement accessibles sur le site, dès qu'on est en recherche, on le poste sur le site. Et vous pouvez toutefois aussi avoir tous les postes à pourvoir, hein, que ce soit en tant qu'alternant ou encore en stage, qui sont directement sur le site de la CIM ou le site de la CDC, directement. Donc après, ça n'empêche pas de faire des candidatures spontanées. Ça pourrait correspondre. Comme nous avons eu durant le salon un certain nombre de candidatures qu'on va éplucher, on va regarder effectivement, et si les dates peuvent correspondre, effectivement, nous donnerons suite à ces candidatures. Ben, merci beaucoup. Ça met juste en exergue la motivation en fait aussi du candidat. S'il est motivé, il va chercher par tous les moyens de pouvoir effectivement essayer de postuler ou du moins de venir rencontrer les acteurs dans lesquels il souhaiterait faire son stage. Voilà. Ben merci beaucoup en tout cas pour cet échange, messieurs, dames. Voilà, vous l'avez compris, en tout cas si vous nous suivez sur notre live aujourd'hui, que forcément si vous avez un problème de carte SIM, c'est pas chez eux qu'il faut aller. Non, non, du tout. Donc on va laisser place.